Les îles Scilly, ou Sorlingues en français, sont situées à 50 km au large des côtes anglaises, dans le sud de la Cornouaille. C'est après 24 heures de traversée sur le Lord Jim, un solide monocoque de 12 mètres, et après que le mal de mer ait sévi, que nous relâchons au milieu de ce groupe d'îles égarées à l'entrée de l'Atlantique Nord, qui évoque plutôt les Caraïbes que l'Angleterre tout proche. La brise qui souffle régulièrement nous mène au centre de l'archipel près de l'île Bréhière, située à moins de 2 km de l'île principale Sainte-Maryse, qui fait moins de 10 km². Ce rocher est un monde à part, loin de l'affluence touristique de ses voisines. Le calme de ses eaux, bien à l'abri entre Bréhière et l'île de Tresco, en font un mouillage idéal. C'est sur ce bout de rocher battu par les vents que vit John. John connaît tous les rochers des îles Scilly. À chacun, il pourrait donner son nom. Pêcheur de crabes au casier, il est le digne héritier des nombreuses générations qui ont affronté les vents et les vagues de l'archipel. Dans la maison familiale qu'il n'a jamais quittée, il prépare le fruit de ses sorties en mer. Traditionnellement, aux îles Scilly, le crabe ne se mange pas entier, mais en miettes. Depuis le sommet de l'île, le relief accidenté de la côte ouest est confronté à toute la force de l'Atlantique. Ces rochers inhospitaliers sont habités par quantité d'oiseaux et surtout une colonie de phoques gris de l'Atlantique. Au bout d'une demi-heure, ils ont vu des dauphins qui venaient, qui longeaient le bateau, par exemple, et puis qui prenaient une direction comme ça. Et puis à un moment, comme ça, ils sont retirés. Nord au sud, récitant certes très efficace, mais restez localement forte. Zone sol. Vent de nord-est, 3-5.
Nord derrière à 5. Sud-Irlande. Vent de nord-est 3-4. Revenant au secteur T'en nord. fous à descendre la flotte là. Ouais, ouais, c'est ce qu'il disait, le une petite lumière rouge au fond. Ouais, c'est mieux, ouais. C'est beau. Bah là, t'es en train d'enregistrer. Et si c'est un peu flou, c'est le... Ça doit être de la buée, peut-être un peu. 30, 40, 50. Donc, et ça, ouais, donc là, je prends ce. Je prends ça. Entre 57, je regarde. Et ensuite, je prends la latitude qui est à 6, 20, 89. Donc, 6. La lune est juste. Voilà, c'est ici qu'on est. En plein sur le 16. Voilà mon capitaine, j'ai trouvé la position. Exact. Très bien, si tu m'engueules sur le bateau, ça va aller, je te fous là, je te fous là. Tu m'as mis avec un capitaine, là je suis pas très... Avec ses 2 canots pneumatiques, Lord Jim est bien adapté à la découverte des phoques. Ceux-ci, quand ils ne pêchent pas, passent leur temps à se dorer au soleil. Moteur au ralenti, ils se laissent approcher, se gardant bien de conserver une distance de sécurité. Enfin connaisseur, Jacques, notre skipper, nous fait débarquer sur un îlot désert sous l'œil inquiet d'une femelle. Effectivement, septembre est le mois de naissance des blanchons. Ces petits phoques qui naissent recouverts du lanugo, un duvet crème qui vire au gris au bout de 2 à 4 semaines. À l'abri du regard des prédateurs, coincé au fond d'une crevasse, la mère va allaiter son petit jusqu'au moment où il pourra s'alimenter de lui-même. Les phoques des Scilly sont d'ailleurs de la même espèce que les phoques de l'archipel de Molène, distants de plus de 300 km. Des relevés par Balizargos ont d'ailleurs démontré que si certains individus restent soit en Angleterre, soit en Bretagne, d'autres n'hésitent pas, au contraire, à faire la navette entre les 2 colonies. Ces populations de phoques gris sont protégées et leur avenir semble, a priori, assuré. Malgré nos recherches, aucun autre blanchon ne sera découvert. Chaque famille ne donne la vie qu'à un petit par année et toujours dans des lieux isolés. D'ailleurs, elle n'hésiterait pas à abandonner son petit si elle était dérangée régulièrement. Très tôt, le petit devra subvenir à ses besoins et on estime à 50% le taux de mortalité lors de la première année.
sous l'eau, le principe de la distance de sécurité reste valable. Mais là, le phoque est dans son élément et c'est lui qui va décider de provoquer ou non une rencontre. Les îles Scilly, c'est la fin du voyage pour les grands navires qui traversent l'Atlantique. Cernés par les courants ou noyés dans la brume, ces cailloux mal signalés ont connu au siècle dernier des centaines de naufrages. On parle de plus de 500 épaves disséminées autour des îles, le dernier d'entre eux remontant en 1977. Certaines ont même pu contribuer à améliorer les conditions de vie des habitants, car ces îles perdues au sud de l'Angleterre étaient très pauvres. Une affiche ancienne apposée près du pub The Mermaid sur l'île de Saint-Mary's annonce la vente aux enchères de la cargaison d'un navire naufragé. Les Iliens n'avaient pas besoin d'être naufrageurs, la mer se chargeait de cette mission. Néanmoins, ces hommes étaient de solides marins et la tradition du sauvetage, même à la rame dans les temps anciens, ne s'est jamais démentie. Si l'île de Tresco n'est pas la plus importante de l'archipel, c'est sûrement la plus célèbre par son jardin tropical. Pourtant situées au port de l'Atlantique Nord, les îles Scilly sont baignées par le Gulf Stream et bénéficient d'un climat exceptionnel. Il y fait bon vivre et les maisons solides aux murs de granit sont entourées des souvenirs des voyages lointains de toutes les générations des propriétaires, comme ces vertèbres de baleines qu'il n'est pas rare de rencontrer dans les jardins au milieu des fleurs de toutes sortes. Propriété du duché de Cornouailles, les îles Scilly étaient laissées à l'abandon, très pauvres. En 1834, par la volonté d'un homme, August Smith, qui acheta l'île de Tresco, les plantes exotiques vont transformer ces terres arides, battues par les vents océaniques, en un gigantesque jardin tropical. Plus de 2500 espèces de plantes et fleurs vont y prendre racine. Augustus Smith va demander aux marins et capitaines qui partaient courir les mers du monde entier de sélectionner des plantes afin de les ramener au pays. Un climat très doux, il fait rarement moins de 10 degrés l'hiver, une humidité de l'air constante ont permis à ces graines de prendre racine et de se développer. Le jardin est maintenant un incroyable mélange de multiples variétés, véritable musée vivant des plantes du monde entier. Derrière les fleurs se cache l'autre visage des Scilly, les drames qui, de tous les temps, ont ponctué la vie de l'archipel. Le musée du Valhalla abrite les figures de proue de navires naufragés en souvenir des nombreuses victimes. To
Toutes les îles qui composent l'archipel des Sorlingues sont toutes différentes les unes des autres et ont toutes leur identité propre. Pourtant, toutes doivent se défendre contre les éléments. Ces terres étaient les premières à se dessiner sur l'horizon en arrivant sur l'Europe. Ce sont également les premières à recevoir les vents dominants. Les maisons sont solides, les arbres robustes et petits, les brumes y sont fréquentes, et pourtant, quelle douceur à l'intérieur de l'archipel. Il se casse avec le gros morceau, il est pas con. De grands bancs de sable sur une eau turquoise et un climat très agréable font de ces îles un véritable jardin planté à l'entrée de la Manche. Les croisières organisées par Jacques Guillemot sont à la fois la découverte de ces cailloux, mais aussi la découverte de la voile. À 4 équipiers, chacun a assuré sa part à la manœuvre et a pu pousser plus loin ses connaissances selon ses envies. Cette semaine à bord du Lord Jim a été bien plus qu'une simple croisière, mais la découverte des Scilly sauvages.